Voilà, donc bonjour, bienvenue, contente d'être ici. On va passer très brièvement sur, l'équipe, vous la connaissez. Donc, il y a moi-même, Sarah Dufour, je suis en présence de Carl, Louise qui s'est présentée tout à l'heure. On a Danielle Lessard qui est avec nous, la coordonnatrice, Catherine Josillon également, là, les gens ont bougé, au fond là, et Patricia Martin qui n'est pas présente, je crois, mais qui a travaillé aussi à titre d'étudiante sur le projet. On va passer très brièvement sur la nature du projet parce qu'en fait, on parle à des initiés. Donc, on voulait juste se remettre en tête très brièvement de la nature du projet, mais aujourd'hui, c'est vraiment un retour sur nos résultats, puis vous laisser un moment d'appropriation locale, donc quel sens puis quelle portée ça peut avoir pour vous localement. Et ensuite, un retour collectif qui va être animé par Carl. Donc, c'est vraiment très, très sommaire sur la description de l'initiative. Donc, comme vous le savez, c'est une pratique d'intervention novatrice. C'est pas un programme, c'est pas une proposition clé en main. Le but est d'offrir ou d'augmenter la cohérence des actions des divers secteurs d'activité autour des besoins des enfants. Donc, plusieurs personnes et institutions se préoccupent des besoins des enfants, comment on peut augmenter la cohérence du travail de tout ce beau monde-là, en tenant compte à la fois de la perspective des enfants et de leurs parents, mais aussi de faciliter ou d'encourager au maximum leur participation dans la compréhension de la situation, puis la mise en place, le choix des solutions. Et aussi, donc, on vise c'est ce que je vais dire, les soutenir dans l'analyse et la réponse à ces besoins. Donc, AIDE, ce que ça propose, c'est une démarche systématique pour les intervenants, avec l'enfant et ses parents, et également des outils. Le projet AIDE 2, ensuite à AIDE 1, dont certains d'entre vous étaient partie prenante, avait deux composantes ou deux volets. Dans un premier temps, et ça c'est vous qui étiez aux premières loges, il y avait un mandat d'implantation. Donc, des territoires se sont montrés intéressés, ont adhéré au projet, ont créé un comité de coordination et ont déployé l'initiative dans leur territoire. Et il y avait également un volet recherche qui était associé ou qui portait un regard systématique et un peu distancié sur les travaux à l'œuvre à l'implantation. Donc, l'ensemble des activités se sont déroulées entre octobre 2013 et janvier dernier. Janvier 2016, c'est ça, dernier. Janvier qui arrive est en 2017. Excusez, j'ai eu un moment d'absence. Je pense à mes cours, 2016 encore, il y a eu un mélange dans ma tête. Donc, au regard de l'évaluation, la recherche, c'était vraiment un mandat d'évaluation. Et dans le fond, le but était de comprendre les défis qui étaient liés à la collaboration inter-organisation et les effets sur la réponse aux besoins des enfants. Donc, c'est vraiment une centration sur la notion de partenariat qui est à l'œuvre dans AIDE 2, avec deux niveaux d'analyse. Donc, une approche par étude de cas. Le premier niveau étant le niveau territorial, où, dans le fond, là, les gens qui ont eu la parole, il y avait 6 territoires de mise en œuvre. Donc, 6 situations, 6 cas qui étaient à l'étude, et un deuxième niveau d'analyse qui était le niveau familial, donc 24 familles qui ont vécu AIDE, et on s'est penché sur leur expérience, mais vraiment au regard des liens entre les partenaires, de leur participation, puis des effets perçus. Donc, plus précisément, les questions qui étaient à l'œuvre, il y avait des questions d'évaluation liées à chacun de ces niveaux d'analyse. Je vais débuter avec l'analyse territoriale et Carl va me suivre avec les cas territoriaux. Donc, plus précisément, la question d'évaluation pour les 6 territoires à l'étude, c'était comment l'initiative AIDE contribue-t-elle à soutenir la collaboration entre les organisations partenaires? Donc, on va être bref sur la méthode, mais tout de même que vous sachiez un peu d'où les résultats qu'on vous présente, d'où ça arrive. C'est la parole de qui, en fait, parce qu'on a donné la parole aux acteurs. Donc, je vous rappelle, 6 cas à l'étude, donc 6 territoires, c'est-à-dire 6 réseaux locaux de santé et services sociaux qui avaient accepté de vivre AIDE. Dans chacun de ces territoires, on s'est intéressé à 2 niveaux d'action ou de partenariat. Le premier niveau, c'est la colonne de gauche, c'était les comités de coordination.
Donc, chacun des territoires a mis en place un comité de coordination qui était composé de membres d'organisations de divers secteurs qui devaient mettre à l'œuvre dans leur milieu. Donc, il y avait des gens de plusieurs horizons. Vous avez vos exemples locaux. Comment on a donné la parole au comité? Dans le fond, il y a eu 2 entrevues de groupe ou focus group. Un premier focus group au démarrage, donc au tout début, avant que les actions débutent réellement. Et on a revu les mêmes comités à la fin de l'initiative. Donc, au premier temps de mesure, 44 personnes ont pris la parole sur 59 membres qui faisaient partie de ces comités. Et au deuxième temps, 40 membres. Évidemment, c'est pas nécessairement les mêmes parce qu'il y a eu des mouvements, là, mais il y avait quand même... Donc, ça vous parle que beaucoup de gens ont pris la parole. On avait presque l'ensemble des personnes concernées. De quoi on a fait parler ces personnes-là? Donc, on a exploré l'historique des partenariats antérieurs parce que, en fait, les écrits et le bon sens disent que les expériences antérieures de partenariat dans un territoire sont susceptibles d'influencer le déroulement du partenariat actuel. Donc, on voulait comprendre un peu l'histoire, d'où les gens arrivaient. Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce que ça avait été difficile ou simple? Donc, comment on arrive dans le partenariat actuel au regard des expériences antérieures? On a parlé des actions qu'ils voulaient mettre en place, des conditions gagnantes et comment la collaboration a évolué. Le deuxième niveau d'acteurs locaux à qui on a donné la parole, c'est ce qu'on a appelé les acteurs terrain. Donc, parce que vous comprenez qu'au niveau des comités, c'est pas nécessairement des personnes qui sont directement en lien quotidien avec les familles vulnérables. Donc, au regard des acteurs terrain, on voulait vraiment saisir la perception soit des intervenants eux-mêmes ou leurs supérieurs immédiats. Donc, c'est vraiment un autre niveau d'action territoriale. Par entrevue téléphonique, à la fin du projet, on a contacté 49 personnes qui avaient été repérées comme étant des personnes susceptibles de pouvoir partager un point de vue éclairé sur le sujet. Donc, ces personnes ont partagé leur expérience, leur appréciation, leur perception d'acceptabilité de aide, la pertinence et la plus-value et les conditions gagnantes pour la suite. Donc, ici, on s'est intéressé aussi à la suite du monde après le projet, comment ils envisageaient les choses. Tous ces immenses contenus narratifs ont été soumis à une analyse thématique de contenu. Et dans notre cas ici, au niveau territorial, dans le fond, ce qu'on a fait, notre unité d'intérêt, ce qu'on appelle en recherche notre unité d'analyse, ce qui nous intéressait, c'était les histoires territoriales. Donc, dans le fond, on voulait arriver à 6 histoires. Donc, on a résumé l'ensemble de l'information par cas ou par territoire. Et ensuite, donc, on a eu 6 récits, 6 narrations, 6 expériences territoriales. Et pour tirer davantage de conclusions, au-delà des expériences singulières, on a comparé ces résumés de territoire pour dégager des expériences transversales ou communes. Donc, c'est vraiment 6 histoires singulières qui sont mises en lien pour dégager des particularités, des constantes à travers les expériences. Qu'avons-nous trouvé? Je suis bonne dans le temps. Donc, les territoires, les 6 territoires, nous ont partagé des expériences qui étaient communes, qui étaient transversales, que tout le monde a vécues. Donc, d'abord, tout le monde reconnaît la pertinence et la plus-value de l'initiative AIDE. Donc, les répondants terrain, notamment, jugent l'initiative pertinente par rapport à leur mandat, au mandat d'établissement et à leur travail. Donc, c'est reconnu comme quelque chose qui est valable et qui a sa place. Tout le monde nous a parlé des défis de la mobilisation de secteurs névralgiques. Les comités, plus que les gens du terrain, nous ont parlé de difficultés à mobiliser des secteurs comme les milieux scolaires, communautaires ou de la santé, particulièrement les médecins. Donc, certains nous disent que de leur point de vue, le milieu scolaire peut être difficile à mobiliser parce que on peut juger que l'initiative appartient plus au secteur des services sociaux qu'à celui de l'éducation. C'est difficile de vendre qu'il y a un lien étroit avec leur mandat. Le milieu communautaire, lui, est soumis à un sous-financement chronique, je vous apprends rien.
Donc, il y a des enjeux liés à la participation. Et il y a aussi, dans certains milieux, c'est plus fort que d'autres, mais quand même, le souci ou la préoccupation de ne pas devenir juste un prestataire de services pour le réseau public, mais d'avoir vraiment une reconnaissance pleine et entière de leur manière de voir l'intervention et d'agir avec les familles. Donc, c'était un enjeu qui était soulevé. Et au regard de la santé, ben, c'est perçu de tous comme un secteur essentiel ou névralgique, mais très, très difficile à mobiliser. C'est aussi pas grande surprise, la réforme du réseau de la santé et des services sociaux a eu des répercussions majeures. On était au cœur, là, on a vraiment chevauché l'arrivée de la réforme. Ça a eu notamment beaucoup d'implications au regard des mouvements de personnel. Ça a créé beaucoup d'insécurité. Les activités ont été parfois suspendues pendant très longtemps. Les chaises étaient vides. Donc, ça a vraiment créé beaucoup de défis au regard de l'implantation. Par contre, quand on donne la parole, il y a des personnes, soit au niveau terrain ou dans les communautés, qui croient qu'à terme, la réforme pourrait aider aux collaborations entre les organisations, parce que c'est un peu dans l'esprit, mais d'autres, ils croient pas, partagent pas cet avis-là, puis s'inquiètent beaucoup. Donc, c'était très partagé. Tout le monde a parlé des répercussions de la réforme, c'est pour ça qu'on l'a mis dans expérience commune. Par contre, est-ce que c'est une entrave ou une occasion à saisir? C'était pas vécu de la même manière par tout le monde. Bon, au-delà de ces propos qui étaient partagés ou qui étaient transversaux à l'ensemble des milieux de mise en œuvre, clairement, la recherche a montré qu'au-delà de ces éléments communs à tous, 6 cas territoriaux, 6 histoires. Donc, chaque territoire a eu une expérience unique avec l'initiative AIDE. Et donc, il y a une couleur propre à chaque milieu. L'évolution de l'implantation dans chaque territoire est différente et ça se distingue notamment au regard des conditions d'implantation. Donc, les conditions d'implantation étaient plus ou moins favorables selon les territoires et ça a eu des répercussions sur les liens entre les partenaires. Donc, par exemple, vous reconnaissez les thèmes d'entrevue ou de focus group. Donc, les conditions au regard de l'histoire partenariale antérieure, entre les membres du comité, le contexte de démarrage de l'initiative était différent et n'était pas de même niveau entre les milieux. La connaissance de l'initiative n'était pas égale partout. Il y avait des acteurs qui avaient une connaissance très, très minimale du projet et d'autres beaucoup plus approfondis. Et les niveaux d'adhésion aussi étaient très variables selon les territoires et les individus. La mobilisation et les participations des partenaires au comité, c'était pas la même partout. Et les rapports entre les institutions et les organismes communautaires au sein du comité se traduisaient de manière variable, je dirais, au regard de la nature des rapports. Donc, tout ça a influencé, puis pouvait favoriser ou nuire à la mise en œuvre. Le deuxième dimension qui était variable entre les territoires, c'est l'intensité des activités au comité en lien avec l'initiative AIDE. Donc, certains comités de coordination avaient été mis sur pied ad hoc avec vraiment le mandat d'implanter AIDE. À d'autres endroits, c'était plutôt un mandat qui était confié à un comité déjà existant. Donc, la nature du réel travail centré sur AIDE dans les années d'observation n'était pas le même partout. Et enfin, les changements sur le terrain qui sont attribués à AIDE dans les liens entre les partenaires changeaient. Et selon les territoires, il y a des endroits où on a rapporté beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations, et d'autres endroits où on n'était pas encore à même de qualifier les changements. Le lien avec AIDE n'était pas encore si simple à établir pour certains acteurs. Donc, c'est vraiment sur la base de ces différents contenus qu'on est arrivé à adresser des portraits singuliers pour les 6 initiatives et donc à dégager des initiatives propres à chaque territoire. Ce qui nous a amené, là, c'est vraiment l'histoire bref, courte, mais pour les personnes curieuses qui veulent en savoir davantage, à la fin du diaporama, on vous a mis le lien, il est déjà en ligne sur le site de AIDE. Le rapport complet est disponible et dans le fond, là, je vous résume ça en une phrase ou deux par territoire, mais tout ça, ça se décline en un récit par territoire. Donc, vous pouvez aller lire plus en profondeur les différentes expériences. Donc,
dans chaque territoire, les analystes ont apporté un jugement global sur la contribution de aide à soutenir les actions de collaboration. On va vous rappeler que la question d'évaluation à laquelle on avait le mandat de répondre, c'était vraiment les liens perçus sur la collaboration. Donc, les territoires pourraient être classés sur un continuum qui va d'effets moins perceptibles à des effets plus perceptibles du point de vue des répondants. Donc, en haut à gauche, c'est le territoire où aide semble avoir le moins soutenu la collaboration entre partenaires. Donc, au départ, c'était comme un peu un faux départ, puis avec le temps, l'initiative a stagné, voire reculé. Donc, c'est vraiment un endroit où ça n'a pas été très fécond du point de vue des acteurs pour contribuer à la collaboration. Le deuxième territoire avait un départ prometteur, mais ensuite les activités ont un peu stagné, donc c'est comme un peu resté sur place. L'autre territoire avait un départ lucide, donc vraiment une clarté sur les enjeux, les pièges puis leurs forces, a eu une évolution incertaine au regard du comité. Vous vous rappelez qu'on a deux types de répondants. Donc, du point de vue des répondants du comité, l'évolution n'est pas si claire, mais du point de vue des acteurs terrain, c'est perçu comme très prometteur. L'autre territoire était aux prises avec des divisions internes, c'est ça, mais au-delà des divisions, il y a quand même eu des pas vers une amélioration des collaborations. Le cinquième territoire a eu des défis initiaux importants, mais a été suivi vraiment d'une envolée prometteuse au regard des collaborations. Et le dernier territoire a une évolution marquée. Donc, ce qu'on perçoit, c'est que, puis là, c'est vraiment du point de vue des acteurs, mais ce que ça parle, c'est de défis internes. Ou, à la CETA précédente, quand je vous parlais facilitateurs et obstacles, il y a eu des forces à l'œuvre qui ont entravé ou qui ont facilité l'évolution du projet. Donc, c'est très différent comme expérience entre les territoires. Puis, il y a des leçons à apprendre de chacun de ces territoires-là. C'est ça, les personnes qui veulent en savoir plus, vous pourriez consulter les récits. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier volet? D'abord, clairement, aide est une initiative qui est perçue comme utile et pertinente pour favoriser la collaboration. L'autre constat, puis ça, je vous apprends rien, on le redit encore et encore, changer des pratiques, c'est long. Donc, on a eu 2 ans, rajouter la réforme là-dedans. Est-ce qu'on peut se surprendre de nos résultats? Peut-être pas tant que ça. Les écrits scientifiques parlent d'un minimum de 5 ans pour changer réellement des pratiques. Donc, je vous dirais, il faut être patient. On est arrivé peut-être rapidement pour prendre la photo du deuxième temps. La manière dont l'initiative aide contribue à soutenir la collaboration varie. Donc, c'est vraiment des réponses nuancées qu'il faut apporter. Donc, on l'a vu, les expériences ne sont pas les mêmes entre les territoires, mais également intra-territoire, selon le niveau d'action. Donc, selon qu'on donne la parole aux membres du comité ou aux membres terrain, dans le même territoire, on n'a pas toujours la même histoire. Donc, c'est très nuancé. L'expérience, c'est pas un bloc homogène, tu sais, puis je vous donne une réponse en 2 mots. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et l'intimité de l'expérience aide avec le travail quotidien. La réponse, quand on dit comment ça a été, est très, très différente selon à qui on donne la parole. Et au moment où on quittait, donc au moment de l'écriture du rapport, qui fait quand même il y a quelques mois, mais probablement que ça reste d'actualité, les défis qu'on percevait ou que les gens nous témoignaient dans les territoires, les défis étaient de maintenir et développer l'expertise, donc réussir à surmonter le fait que les acteurs changeaient de chaise, qu'on forme des gens, que les gens partent, qu'il faut reformer. Donc, vraiment, l'idée de maintenir et même approfondir l'expertise, c'était un défi. Et il y avait tout l'enjeu de la pérennité au regard de la réforme. Donc, comment on se positionne dans un contexte plus macro pour vraiment saisir l'occasion puis établir une initiative de manière plus pérenne plutôt que ad hoc dans le cadre d'un projet plus court terme, disons. Okay. Alors, c'était les conclusions générales qu'on peut tirer du premier volet. Donc, retenez vos questions et comment. Je prendrai peut-être des questions d'éclaircissement seulement, mais au niveau des implications ou des réactions, on va se réserver ça pour la période d'échange. Donc, s'il y a des points pas clairs ou
Des ambiguïtés, je pourrais clarifier. J'ai été claire et non ambiguë? D'accord. Alors, je vais céder la parole à Carl qui va vous parler du deuxième volet de la recherche. Quand on parle de collaboration dans le cadre de ce projet, on parle évidemment de responsabilité partagée, du partage des responsabilités autour des enfants, mais ce qu'on voulait aussi aller vérifier, aller sonder, aller décrire, c'est comment se fait le partage des responsabilités autour d'un enfant en particulier. Parce que la collaboration, c'est pas juste sur le plan organisationnel et structurel, c'est aussi comment elle se déploie, comment elle se met en place autour de chacun des enfants, autour de chacune des familles qui sont suivies. Donc ici, ce niveau d'analyse porte attention non plus à des territoires comme étant des cas, mais davantage à des enfants et des familles. Et on se posait la question, dans quelle mesure l'initiative AIDE contribue-t-elle à l'atteinte des objectifs d'intervention centrés sur les besoins des enfants? Donc, on a identifié 24 enfants qui, répartis sur chacun des 6 territoires. Si vous vous rappelez vos leçons de mathématiques, d'arithmétique, ça fait à peu près 4 cas quatre familles par territoire. On ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais le projet dont on vous parle, c'est collé de près au service qui touche les situations de négligence dans chacun des territoires. Donc, entre autres, les familles qui ont été identifiées comme des cas familiaux étaient suivies par un CIS ou un CIUS, soit du côté de la mission L4S ou du côté de la mission protection de la jeunesse. Une des choses que l'on a introduit à l'intérieur du projet, comme l'objectif est d'évaluer l'atteinte des objectifs d'intervention, mais centrés sur les besoins de l'enfant. Donc, on a été obligé d'introduire un outil qui a demandé aux intervenants et aux parents, dans chacune de ces 24 familles, d'identifier de manière prioritaire 2 ou 3 objectifs qui découlaient de l'analyse qui avait été faite avec les outils que l'initiative AIDE propose. De ce côté-là, évidemment, il y a tout un processus de négociation pour pouvoir identifier ces objectifs. Donc, la grille permet de pouvoir faire ça. Mais ce que la grille aussi demandait aux intervenants et aux parents dans chacun des cas, c'est pour chacun des objectifs aussi d'identifier des critères qui nous amèneraient à considérer que cet objectif-là, il est atteint complètement, partiellement, pas du tout atteint, on a régressé ou on a beaucoup régressé. Donc, il y a ce travail aussi de réflexion sur l'atteinte des objectifs, de quoi on parle, pour pouvoir identifier qu'un objectif sera éventuellement atteint ou pas. On parle d'indicateurs ici. Donc, cette grille-là, elle a été utilisée une première fois justement pour identifier ces éléments prioritaires et les critères qui me permettraient de statuer sur l'atteinte. Et plusieurs mois plus tard, 18 à 24 mois plus tard, évidemment, on a redemandé aux intervenants responsables du suivi et aux parents de reprendre la grille et de se poser la question, on en est où par rapport à ces objectifs et aux critères qu'on s'était donnés dès le départ. Et la situation de l'enfant, à ce moment-là, se situe où, se place où sur cette grille. Bref, c'est ce qui nous a permis de pouvoir identifier jusqu'à quel point, lorsqu'on introduit une approche, une démarche d'analyse comme celle proposée par AIDE, jusqu'à quel point on va bouger des choses en termes des objectifs d'intervention centrés sur les besoins de l'enfant. Les entretiens et des questionnaires ont aussi été utilisés avec les professionnels responsables du suivi psychosocial, les parents,
pour pouvoir, après que l'intervention a été faite, après que la démarche a été complétée, 18 à 24 mois plus tard, de pouvoir avoir leur opinion, pouvoir faire en sorte que l'on ait une description de leur expérience de cette collaboration. Collaboration entre l'intervenant, l'intervenante responsable et la famille, mais collaboration aussi autour de cette famille-là par d'autres acteurs qui étaient directement impliqués dans la situation de l'enfant. Donc, ce sont les données dont on s'est servi pour pouvoir produire les résultats que je vous présente à l'instant. Donc, la grille d'atteinte des objectifs nous permet de constater que pour 7 cas sur 10, donc 70% des enfants, tous les objectifs ou la plupart des objectifs priorisés ont été atteints à l'intérieur de la période de 18 à 24 mois. Quand on dit la plupart des objectifs, c'est que parfois il y avait 3 objectifs qui étaient identifiés comme étant prioritaires. On a considéré que quand il y en avait 2 sur 3, qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui s'était passé. Dans d'autres cas, évidemment, quand il y en avait 2 objectifs qui étaient atteints, on s'attendait à ce qu'il y en ait 2 sur 2 qui est priorisé plutôt que 2 sur 2 qui soient atteints. Donc, de ce côté-là, on pourrait dire un taux d'efficacité qui est quand même substantiel, là, 70%, c'est pas rien. Pour le reste des enfants, évidemment, on se retrouve avec une atteinte partielle des objectifs ou il n'y a pas du tout d'atteinte de ces objectifs. On pourra voir plus tard un peu comment ce résultat fait écho à d'autres résultats que je vais vous présenter. Presque tous les parents, donc 96%, c'est 23 parents sur 24, qui rapportent avoir fortement apprécié l'approche et les outils et soulignent que cette démarche d'analyse où on les invite à participer à la compréhension de leur situation, à la compréhension des besoins de leur enfant, a favorisé justement leur participation, a favorisé aussi le fait qu'ils puissent donner leur point de vue sur ce qui est important, sur ce qui est prioritaire et sur le genre d'action qu'ils considèrent comme étant pertinent dans la vie des enfants et dans la vie de leur famille. La plupart des intervenants, de leur côté, vont rapporter que l'approche et les outils ont enrichi leur façon de travailler avec les familles, sous l'angle, entre autres, de leur compréhension des besoins développementaux des enfants, sous l'angle de la relation avec les parents. Donc, ils se retrouvaient à avoir une relation, souvent il y a le mot alliance qui revient pour qualifier cette relation avec les parents. On a l'impression qu'on est en alliance avec les parents autour de l'enfant. Et aussi à aider à la coordination des actions avec les autres intervenants autour des familles. Donc, cette question du partage des responsabilités, les intervenants nous ont mentionné que l'application concrète dans un cas en particulier a permis de faire en sorte que ça soit un peu plus facile de travailler avec d'autres personnes et puis de coordonner les actions qui sont faites dans la vie de cet enfant et de ses familles. On va voir dans quelques instants que ce résultat peut quand même être nuancé un tout petit peu. Je vous ai présenté les bonnes nouvelles. Je vais vous présenter des nouvelles qui sont un peu moins intéressantes, mais qui quand même offrent des pistes qui méritent d'être identifiées. Première chose, il y a vraiment des besoins développementaux très diversifiés qui ont été identifiés lors de l'analyse. Lorsqu'on rentre, par exemple, à essayer de rendre compte de tous les besoins que les enfants ont, que les intervenants et les parents ont analysés à partir de la démarche aide, il y a vraiment l'ensemble du spectre qui est couvert, le spectre du triangle. Là, quand on parle des besoins développementaux, les 7 dimensions, la santé, l'éducation, présentation de soi, etc. Mais que lorsque on a demandé de prioriser certains besoins, ça a comme vous focalisé
à peu près constamment sur des besoins d'ordre émotionnel et des besoins d'ordre comportementaux chez les enfants. Donc, c'est intéressant de noter, d'une part, que la forme de priorisation met l'accent sur ces besoins-là, et puis pas nécessairement sur les autres besoins. Donc, on peut se poser aussi des questions. Comment est-ce qu'on priorise également? Donc, dans la plupart des cas, on se retrouvait avec cette centration sur les besoins émotionnels et comportementaux des enfants. La participation des intervenants d'autres secteurs de services à l'analyse des besoins et la planification des actions est constatée dans moins de la moitié des cas. Et ça, on parle ici de leur participation à l'ensemble de la démarche. Donc, on retrouvait des situations où les acteurs intersectoriels étaient invités au départ à participer, mais n'ont pas nécessairement maintenu leur participation plus loin dans la démarche d'analyse des besoins et de planification des actions dans le cas d'un enfant en particulier. Donc, il y a quelque chose qui devenait difficile à maintenir en termes de collaboration autour d'un enfant, malgré le fait qu'on ait mis à la disposition, à l'aide des outils de aide, justement des moyens pour pouvoir essayer de faire en sorte que ça se produise. On observe aussi une convergence, mais qui n'est pas vraiment forte. Et ça, on s'attendait on avait une hypothèse ou on avait un rêve que l'initiative aide permettrait de faire en sorte que les plans d'intervention et les plans de service soient davantage alignés sur les éléments qui ressortent de la démarche d'analyse de aide. On retrouve cette convergence-là, mais elle est loin d'être parfaite. Okay? Donc, on se retrouve avec une série de besoins qui sont priorisés, centrés autour de ce qui se passe pour l'enfant, mais qui, lorsque on regarde les plans d'intervention et les plans de service, il y a quelque chose qui s'est perdu là-dedans. Et puis bon, dans plusieurs cas, quand même, on retrouve cette cohérence, cet écho dans les plans de service, mais dans plusieurs cas, et dans les plans d'intervention, mais dans plusieurs cas, on ne retrouve pas nécessairement d'écho de cette analyse qui sont rapportés dans les plans d'intervention et les plans de service. Et on a constaté que dans une bonne partie des situations, dans une bonne partie des cas, ces plans d'action institutionnelle continuent d'être principalement centrés sur la situation personnelle des parents, des mamans. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, c'est un petit commentaire éditorial, et beaucoup moins centré sur les besoins des enfants. Évidemment, un n'empêche pas l'autre, sauf que lorsqu'on on le sait là, dans l'initiative Aide, lorsqu'on se centre sur les besoins des enfants, nécessairement on va vouloir aussi soutenir les parents dans la réponse à ces besoins-là, mais le fait d'aider les parents, de soutenir le développement de leur habilité parentale, ben, c'est pour permettre de faire en sorte qu'il y ait une réponse plus adéquate aussi aux besoins de l'enfant. Donc, cet aspect-là est quand même intéressant à noter. En termes de conclusion, la question qu'on se posait, c'est est-ce que la réponse aux besoins des enfants est améliorée par l'implantation de l'approche et des outils préconisés par l'initiative Aide? La réponse à cette question-là est oui. On a des indications claires à ce sujet-là. Et il y a un mais. Le mais étant, entre autres, soutenu par les constatations suivantes. Au-delà des efforts déployés par les équipes d'intervention, les situations de négligence, puis je pense que ça c'est important de se le dire ici, que ce projet-là a été centré sur les situations de négligence. Donc ces situations-là, vraiment continuent de présenter des défis importants. Okay? La négligence, c'est pas juste quelque chose qui se passe dans les familles, c'est quelque chose aussi qui se passe dans la relation entre les familles et la communauté dans laquelle elles s'inscrivent, et que ces situations-là sont corrosives
du type de rapport, du type de relation qu'on peut être en train de mettre en place avec les familles, mais du type de relation qu'on peut mettre en place aussi autour des intervenants dans différents secteurs de services. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de nous ramener un peu à de la réalité aussi. Agir dans les situations de négligence, c'est vraiment agir dans des situations où il y a beaucoup de perturbations qui sont présentes. C'est pas un long fleuve tranquille. Okay. Un des obstacles aussi va reposer sur la difficulté à employer un langage commun à propos des besoins développementaux des enfants à l'intérieur d'un réseau intersectoriel. Tout à l'heure, Sarah a mentionné la difficulté d'engager dans la collaboration certains secteurs de services, l'école, le milieu communautaire, la santé. L'initiative Aide propose un langage pour penser les besoins développementaux des enfants, mais on se rend compte ici que ce langage-là, c'est pas tous les secteurs de services qui vont considérer que c'est un langage commun. Donc, il y a un travail à faire pour pouvoir faire de la traduction jusqu'à un certain point, aller s'intéresser également au langage qu'il y a d'autres secteurs de services, au-delà du secteur des services sociaux, vont utiliser pour penser les besoins de l'enfant. Et puis comment on peut faire des liens avec ce qu'on propose dans Aide. Donc, oui, le langage commun que Aide propose est là, mais comme un auteur disait, tout le monde est égaux, mais il y en a qui sont plus que d'autres. Ben ici, oui, tout le monde peut comprendre ce langage-là, mais c'est pas tout le monde qui vont être en mesure de l'utiliser à l'intérieur de leur secteur de service, ce langage. Donc, on a un bout de chemin à faire à ce sujet-là. Et un autre obstacle concerne la culture organisationnelle dominante là, à l'intérieur de nos institutions de service, qui est encore majoritairement centré à essayer de combler des déficits chez les parents, plutôt que d'améliorer la réponse aux besoins de l'enfant. Ça fait partie d'une culture organisationnelle qui a plusieurs ramifications. Et puis quand on arrive sur le terrain, on parlait de changement de pratique tout à l'heure, que c'est quelque chose qui est long à faire, mais qu'est-ce qui rend ça long de changer des pratiques? C'est qu'il faut changer aussi un mode de pensée. Et puis le mode de pensée, c'est pas juste pour les intervenants qui sont sur le terrain, c'est pour l'ensemble de l'organisation. Et ça, c'est quelque chose qui est pas tout à fait arrivé à maturité. Il y a cette transformation de la culture organisationnelle. Ça fait le tour de ce que on a pu avoir comme résultat et les constats qu'on tire des cas territoriaux. Et je passerai la parole maintenant à ma collègue Louise Lemay, pour pouvoir aborder la question des pistes de solutions et des recommandations qui découlent de ce projet. Louise, la parole est... Bonjour à tous. Alors, vous avez constaté dans les pistes de solutions et les recommandations qu'elles s'appuient essentiellement sur des constats, donc des résultats dont Carl ou Sarah ont parlé. On va regarder les pistes à deux niveaux. D'abord, les pistes qui découlent des résultats de la recherche dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, on va aborder les pistes qui émergent davantage là, des participants. Quand on parle des participants, autant de vous en partie, de vos collègues, de ceux qui ont été impliqués dans l'implantation des démarches sur les différents territoires. Alors, si on commence par les pistes découlant de la recherche, d'abord une première. Et est-ce que c'est possible de fermer le micro? On entend. On n'entend pas. Oui, comme un écho. C'est bon, merci beaucoup. Alors, une première piste va dans le sens de poursuivre les activités de soutien aux intervenants sur les différents territoires concernés. Bon, c'est sûr, dans la perspective d'éviter cette perte d'expertise-là, notamment liée au roulement personnel.
Mais vous rappelez, dans le fond, que la recherche nous a montré aussi que les activités de soutien qui ont été déployées, que ce soit les formations, les activités de co-développement, ont été jugées très pertinentes. Donc, de poursuivre dans ce sens-là. Et j'ajouterais aussi que la recherche a aussi montré que les intervenants développaient ou avaient une analyse vraiment écosystémique des besoins des enfants, donc par la qualité de complétion des câbles, les câbles étant, pour la plupart, vous le savez, les cahiers d'analyse des besoins des enfants, qui avaient été complétés avec une grande qualité. On voyait cette perspective-là écosystémique et aussi la capacité de traduire dans des actions. Mais comme Carl en a fait mention, on voyait plus difficilement que cette vision globale-là se traduisait dans des actions concertées dans le contexte des outils disponibles dans les institutions. Et j'ajouterais que découle de nos résultats aussi l'importance que les activités de soutien prennent en compte trois aspects importants. D'abord, quels sont les obstacles qui sont rencontrés dans la réponse aux besoins des enfants par l'entourage, par les différentes ressources impliquées. Un deuxième aspect à prendre en compte dans les activités de soutien qui ressortait, c'était le rôle de l'intervenant pivot dans la planification des actions concertées. Enfin, un autre aspect renvoie aussi à l'implication, on l'a abordé, Carl l'a abordé aussi à la fin, à l'implication des partenaires à la fois dans l'analyse et dans la planification de ces actions concertées, là, dans le sens de toute la démarche en fait. Une autre recommandation, en fait un groupe de recommandations se situe plus à un niveau organisationnel. Donc d'abord, l'importance qu'on développe cette centration-là des besoins de l'enfant à tous les niveaux de l'organisation. On sait que l'implantation de l'initiative, que les changements de cycle au sens large, ça ne repose pas uniquement sur la responsabilité individuelle des intervenants. Donc, on soulève l'importance qu'il y ait des conditions pratiques, des conditions concrètes qui soient mises en place par les organisations pour soutenir les intervenants dans l'application de cette approche-là. On a parlé tantôt avec Carl de la grille que nous avons proposée dans le cadre du projet de recherche, une grille centrée sur les besoins des enfants et qui a vraiment permis en fait cette centration-là. Ce qu'on se rend compte, c'est que les formulaires de plan d'action, donc les outils cliniques dans les différentes organisations, que ce soit les PI ou les PSI ou les plans de service, vraiment, il faudrait que ces formes-là orientent les intervenants vraiment à formuler des objectifs centrés davantage sur les besoins des enfants. Et les actions, les moyens pour y répondre, bien, les actions, oui, des parents, des proches, des partenaires, mais qu'on développe des outils qui facilitent cette centration-là. En fait, encore au niveau organisationnel, que les organisations aient des attentes de performance qui soient cohérentes avec les principes sous-jacents à l'approche. Une troisième série de recommandations, en fait, une troisième recommandation se situe un petit peu plus au niveau, je dirais, interorganisationnel ou intersectoriel. Quand Carl abordait tantôt la difficulté, un des obstacles, la difficulté de développer un langage commun, puis que tout le monde se sente concerné par les principes de l'approche. Alors, de manière à favoriser la mobilisation, une mobilisation plus accrue des partenaires, une piste consisterait à développer une espèce de procédure de traduction. Donc, comment traduire les principes de aide pour que ça fasse sens, dans le fond, pour les différents partenaires impliqués auprès des enfants et des familles. Enfin, une autre recommandation, et sous-recommandation, si on veut, ça se situe à un niveau beaucoup plus large, donc développer vraiment une culture centrée, une culture socio-institutionnelle centrée sur les besoins de développement des enfants et les responsabilités de tous pour y répondre. Donc, là encore, à la fin, Carl abordait une culture organisationnelle parfois centrée davantage sur les déficits parentaux. Alors, on a collectivement
à développer cette centration-là sur la manière, donc sur les enfants, sur leur bien-être, la manière dont ils se portent, mais aussi de reconnaître chez les parents leur façon particulière de répondre aux besoins de leurs enfants, comment eux se sentent à la hauteur d'y répondre à ces besoins-là. Enfin, un dernier élément au plan plus macro, si je peux dire, socio-institutionnel, c'est que les indicateurs de performance clinique soient ajustés pour rendre compte des résultats centrés sur le bien-être des enfants, des familles, et sur le partage des responsabilités. On pense notamment, par exemple, aux indicateurs des bailleurs de reddition de compte, des critères de reddition de compte, que ce soit du ministère ou des bailleurs de fonds. Est-ce qu'ils peuvent être ajustés de façon à soutenir cette approche-là centrée sur les enfants et le partage des responsabilités? Alors, ça fait le tour des principales pistes qui découlent de la recherche. Maintenant, on va aborder les pistes qui sont davantage celles qui ont été formulées par les participants. Par les participants, on entend les intervenants du terrain, tout autant que aussi les membres des comités de coordination locaux. Donc, je rappelle aussi qu'il y avait 2 questions qui étaient posées aux participants. Dans un premier temps, une question était si vous aviez, en fait, quelles recommandations feriez-vous à un territoire qui veut implanter l'initiative AIDE? Ça, c'était une des questions. L'autre question étant, quelles sont les conditions qu'il faut mettre en place pour assurer la pérennité de l'initiative? Alors, à ces questions-là, les principales pistes qui émergent, une condition gagnante par rapport à l'implantation, c'est vraiment que cette décision-là d'implanter émane d'en haut, pour reprendre l'expression des participants, donc qu'il y ait véritablement une adhésion des intervenants, mais des gestionnaires, donc des acteurs stratégiques, que cette adhésion-là se retrouve à tous les niveaux. Une autre piste, on reconnaît que les conditions suivantes sont favorables au niveau, par exemple, du comité de coordination locale qui soutient l'implantation sur un territoire. Donc, on a vu sur différents territoires ces conditions gagnantes-là, un comité actif, une diversité d'acteurs du terrain. Donc, au sein du comité sont représentés différents acteurs, des intervenants comme des gestionnaires, différentes organisations, différents secteurs d'activité, donc un comité hétérogène qui représente plusieurs points de vue, qui est au sein du comité aussi un leader qui soit capable de mobiliser, d'impliquer tous ces acteurs-là, et que les partenaires au sein du comité trouvent leur compte à participer, donc que leurs intérêts soient pris en compte et que finalement les rôles entre chacun de ces partenaires-là soient clairs. Quand on examine la question de la pérennité de AIDE, on va regarder des conditions à 3 niveaux, au plan clinique, au plan organisationnel, au plan territorial. D'abord au plan clinique, on voit l'importance de susciter la motivation, l'appropriation de la pratique chez les intervenants en offrant notamment des activités diversifiées, que ce soit des activités partagées où sont réunis les partenaires de différents secteurs d'activité, non seulement du réseau de la santé et des services sociaux, d'envisager peut-être des formules qui soient ajustées aux besoins spécifiques de différentes organisations. Bon, du coaching professionnel, un accompagnement continu, du co-développement, etc. Donc, des activités diversifiées. Maintenant, au plan organisationnel, ce que les participants mentionnent, c'est l'importance de miser sur la mobilisation, le soutien des gestionnaires, que des ressources autant humaines que financières, matérielles, soit, c'est le vœu pieux toujours, hein. L'allocation de ressources, c'est aussi une dimension très importante. Qu'on mette en place des personnes pivots qui soient en soutien dans chacune des organisations, dans les différents secteurs d'activité impliqués auprès des jeunes et familles. Enfin, d'autres recommandations au plan territorial pour assurer la pérennité toujours sont vues comme essentielles. Notamment, on reconnaît toute l'importance du porteur du projet
au plan territorial. Donc, le rôle de ce porteur-là fait une différence. Que toute la mobilité, que toute la communauté soit mobilisée aussi autour de ce projet-là et qui est bien sûr la présence de personnes multiplicatrices de l'approche sur le territoire. Enfin, pour terminer, au regard de l'implantation, on reconnaît que l'arrimage avec une équipe de recherche a été un facilitateur important et que pour assurer la pérennité de l'initiative Aide, ce sera important de prendre en compte les retombées de cette recherche-là, les leçons, ce qu'on apprend de notre expérience. Alors, ça fait le tour des pistes, des principales pistes qui ont émergé. Merci, Louise. Comme Sarah l'a mentionné tout à l'heure, sur la diapo ici, il y a l'adresse du site web où vous avez le rapport au complet. Donc, je vous invite à le consulter. Pas maintenant. J'ai oublié de vous dire qu'on avait 2 personnes qui sont ici à titre de témoins, d'observateurs, d'observatrices. Il y a Claire Chamberlain qui vient de lever la main et qui va devoir se rapprocher si on veut l'entendre. Et puis, donc Claire Chamberlain qui est très associée à l'initiative Aide. Et puis, il y a notre collègue de l'Université de Franche-Comté en France, Michel Boutancourt, qui est ici également pour regarder à quoi ça ressemble, tout ce que l'on fait. Donc, Claire. Oui. Alors, merci. J'ai comme 2 commentaires à faire, et puis peut-être 3. En fait, le premier, c'est que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis un peu à l'origine de Aide, qu'on a commencé à travailler sur cette initiative-là, personnellement, depuis 2002. Donc, ça fait un bail. Et évidemment, je reviens dans Aide parce que j'ai pris ma retraite. Et donc, j'avais demandé à Sarah de prendre le relais pour la direction du projet avec Carl. Et puis j'y reviens maintenant parce que maintenant on a un financement pour la pérennité d'Aide jusqu'en 2019. Donc vous allez probablement réentendre parler de Aide et de moi-même dans ce contexte-là. Comme ça fait longtemps que je travaille et que je crois profondément à cette initiative, j'aimerais soulever certaines bonnes nouvelles que j'ai entendues. La première, c'est que dans Aide 1, c'est une première recherche qu'on a fait entre 2008 et 2011. On avait suivi 184 familles, groupe contrôle, groupe témoin, donc moitié avec l'intervention, moitié service courant. On avait constaté que la complétion des câbles était pas vraiment en fonction de nos attentes. Et là, ce que je vois dans la deuxième phase, c'est que la complétion de Aide est nettement de meilleure qualité. Et je crois qu'il faut le souligner. On ne prend jamais l'ascenseur pour développer un changement, on monte chaque marche. Et pour moi, c'est une marche qui a été montée. Et je salue vraiment tous ceux et celles qui ont participé à avoir, c'est pas sauté, mais monter la marche. Donc ça, c'est mon premier commentaire très positif. Et on n'a pas construit Rome en une journée, donc faut voir ça comme étant ce que les anglophones disent a journey. Hein? C'est un voyage, ce qu'on entreprend. La deuxième chose, j'ai une hypothèse à soulever à mes collègues ainsi qu'à tout le monde, le lien à faire entre le fait qu'on a centré les besoins surtout sur les enjeux émotionnels et comportementaux et les acteurs qui étaient présents et qui n'étaient pas présents. Alors, si on a de la difficulté à mobiliser le milieu de l'éducation, le milieu communautaire et le milieu de la santé, en particulier les médecins, on ne peut pas s'étonner qu'on n'ait pas priorisé les besoins de santé, les besoins d'éducation, les besoins de relations familiales et sociales ou identité. Je veux dire, ça montre, à mon sens, les lunettes qu'on a, les ancrages qu'on a, les socialisations professionnelles que nous avons, les mandats. Donc, plus on va intéresser des secteurs qui ne sont pas encore assez impliqués, et plus, me semble-t-il, il va y avoir une priorisation de besoins plus diversifiés. Et c'est important parce que dans Aide 1,
on a vraiment constaté que les enfants qu'on suivait, que ce soit dans le groupe témoin ou contrôle, étaient 15 fois plus nombreux par rapport à la population à avoir des retards de développement. Et entendons-nous, cognitif langagé en particulier. Donc, ça veut dire que il me semble qu'on devrait pouvoir faire du sens au secteur de l'éducation et de la petite enfance dans les garderies sur l'intérêt de aide pour leur propre mandat. Donc ça, c'est un élément important. Et finalement, en troisième lieu, moi, je peux vous dire que j'écoute avec attention, puis je vais vous écouter avec attention, parce qu'on a développé, on a mis en branle un comité de pérennisation qui s'est réuni pour la première fois la semaine dernière, très encourageant, sur comment est-ce qu'on va faire que en 2019, mars 2019, que, en fait, on sort l'initiative Aide de l'Université de Montréal, puis qu'on n'a pas l'impression que les chercheurs ont encore, c'est la communauté qui va vraiment porter ce projet-là. Et il y a beaucoup de choses que j'entends dans les recommandations qui vont être ramenées au comité de pérennité. Et donc, je vous remercie encore une fois pour votre contribution. Bien, merci Claire.